Donc, dans la suite, je vais aller un peu plus vite. D'accord? Je suppose qu'on a un petit peu la base. Là, je vais surtout vous montrer, certains développements des réseaux de neurones. Donc, le premier élément que nous allons dont on va parler, c'est les réseaux convolutifs. Ce qu'on a vu au début, c'est nous avons une couche d'entrée, par exemple une image, et on fait propager la couche à travers le réseau. Mais cela présente un certain nombre d'inconvénients. Prenez par exemple cet arbre. L'arbre est formé de pixels. Donc vous voyez là, nous avons qui définissent le niveau de gris et donc qui définissent l'arbre. Je vais donc à partir de cette matrice constituer un vecteur. Donc vous regardez, vous avez ça, c'est le premier, et puis vous avez cette petite partie qui est là, et puis vous avez ça, et puis vous avez cette partie, etc. Ça, c'est exactement ça. Bien sûr, réduit un petit peu pour qu'on puisse le visualiser sur une seule diapositive. Mais si vous alignez les lignes donc, de cette image, vous allez retrouver ce vecteur. Et bien sûr, vous allez trouver combien de composantes dans ce vecteur. C'est le nombre de composantes qu'on a ici fois ce qu'on a ici. Je pense 15 fois 15, d'accord, je ne sais pas. Donc vous avez... Et c'est comme ça qu'on fait. Après, on propage vers la couche cachée, puis l'autre couche, etc. C'est bien, sauf que, là, regardez, nous avons... Chaque liaison doit posséder un poids. Chaque liaison doit posséder un poids, W11, W22, etc. Et si vous prenez une image, si vous prenez la photo d'un chat, bien la voiture quand elle roule, et elle prend une scène comme image, avec une grande résolution, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de pixels, comme ça, et beaucoup de pixels sur la largeur et sur la hauteur. Si vous multipliez, vous allez trouver énormément de pixels, des milliers, parfois des millions de pixels. Ajoutez à ça le fait que nous avons 3 niveaux, trois couleurs, le rouge, le vert, le bleu, donc multiplié par 3, ça fait beaucoup de pixels. Et donc ça va faire beaucoup de poids ici. Or, ce sont les poids que l'on souhaite apprendre. Donc, lorsqu'on va dériver la fonction perte par rapport au poids, ça va faire beaucoup de dérivés par rapport à beaucoup de poids. Et on parle ici du fléau de la dimensionnalité. D'accord, the curse of dimensionality. Donc, il y a un fléau, comment on traduit, donc, la dimensionnalité. Parce que ça, tout simplement, ça ne va pas se faire, les calculs ne vont pas se faire, ils vont prendre énormément de temps, donc ça ne va pas se faire. Donc tout ce que je vous ai dit depuis le matin ne marche pas dans la pratique, d'accord? Il faut qu'on adapte notre réseau de neurones pour tenir compte pour réduire la dimensionnalité du problème. Et quand on parle de réduire la dimensionnalité, beaucoup de choses ont été faites même avant le deep learning. En particulier avec les méthodes d'analyse factorielle, par exemple l'ACP, elle permet de réduire la dimensionnalité en réduisant le problème à des facteurs qui sont pertinents. Il y a aussi la compression des images, donc avec des signaux, etc. Donc Fourier, il y a toutes les technologies ou les techniques qui ont été développées même avant le deep learning. Mais à côté donc on peut pré-traiter, faire du pré-processing des données, de l'image, et après faire entrer le résultat vers le deep learning. Ça, c'est une solution. Malheureusement, ce n'est pas une solution très intéressante. Il y a un autre problème, c'est que le fait de casser l'image et de la découper en seulement des lignes pour la transformer en un vecteur, ça fait perdre certaines informations
locales. L'œil, par exemple, d'une personne, ou bien l'arbre ici, etc., ça disparaît. Ou bien, regardez, nous avons ici un pied qui caractérise un arbre, ou bien le tronc, ou bien une feuille d'un arbre particulier. Il permet de caractériser. Mais là, on coupe. On va prendre les pixels et les transformer en vecteurs. Donc, on perd certaines informations locales. Et puis, on a démontré que l'être humain ne fait pas ça. D'ailleurs, il ne fait pas la rétropropagation, etc. Et on essaye de copier un peu l'humain. Et puis, le hasard a fait que, et ça c'est vraiment bizarre, il y a un Lequin dont j'ai parlé avant, le français, il continuait ses études aux États-Unis, et il y avait un autre français aussi, qui s'appelait Dehaene. Lui aussi, il était aux États-Unis pour aussi faire des études supérieures. Et comme c'était deux Français, ils ont pris la même chambre. D'accord? Sauf que Dehaene travaille sur les neurosciences, sur les neurones, sur le cerveau humain, et Yann Lequin travaille sur l'intelligence artificielle. Donc l'un pouvait aider l'autre. D'accord? Aujourd'hui, les deux sont très connus. Dehaene en France et Yann Lequin aux États-Unis, ils sont très connus. Et ils ont publié un livre, je pense, en 2019. C'est-à-dire qu'ils continuent d'être amis, de travailler ensemble. Et ils ont montré que même dans le cerveau humain, Dehaene travaille sur le cerveau humain et des animaux aussi, ils ont montré ça sur une gorille ou sur un singe, que les neurones sont activés, mais par des couches, pas d'une manière, d'accord, pas la même activation partout. C'est-à-dire, plus vous allez vers des couches aussi du cerveau humain profondes, plus le niveau d'abstraction de ce que je vois augmente. Donc, voilà, Yann Lequin là, a profité, pas seulement de ça, mais aussi de ses connaissances mathématiques, de ce qui se passait autour de lui, et il a proposé les réseaux convolutifs. D'accord. Et ce qui fait que le machine learning, le deep learning fonctionne bien, c'est qu'il s'appuie sur des réseaux convolutifs. Donc les réseaux convolutifs, c'est quoi? C'est qu'il dit, au lieu de transformer une image en un vecteur, je vais garder l'image comme ça, tout entière, et qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser des filtres, comme ce filtre. D'accord? Comme le traitement des images avant le deep learning. On utilise des filtres pour identifier les bords. Par exemple, regardez, si vous prenez ce filtre et vous le déposez sur l'arbre, et puis vous faites le produit, quand je prends ça et je le dépose ici, par exemple, il va coïncider avec 9 cellules de l'arbre. Et je fais le produit de moins 1 fois la cellule, le nombre de la cellule sur laquelle il va être déposé, puis plus 0 fois l'autre cellule, plus moins 1 fois l'autre cellule, etc. Qu'est-ce que je vais obtenir si j'utilise ça? Supposons que j'ai les mêmes nombres partout. Supposons que ce filtre, je le dépose dans un endroit où j'ai 1, 1, 1, 1, 1, etc. Ça va se ramener à faire seulement la somme de ça. Et qu'est-ce que ça va me donner? 0. Mais supposons que j'ai ici une ligne verticale. J'ai 1, c'est-à-dire j'ai ici 1, 1, 1, et puis 0 partout. Et que lui, cette partie tombe avec 1, 1, 1. Quelle sera la somme? Ça va être 1, 1, 1, donc 1, 1, et le 4, ça va être 1. Et puis 0 partout. Donc ça va me donner 4. Maintenant, supposons que nous avons ici 0, 0, 0, ici 1, 1. C'est-à-dire ici, j'ai une frontière de quelque chose ou un trait. Donc je vais avoir, comme ici j'ai 0, je vais avoir moins 4. Donc, les filtres, et c'est connu, c'est pas seulement avec le deep learning, les filtres permettent d'identifier les contours des images.
là où une zone est homogène, il n'y a rien qui ne change, etc. Mais je peux aussi modifier ça selon ce que je veux détecter. Supposons par exemple que je mets ici, je mets partout ici, dans cette roue, je mets 1, 1, 1. Et si je mets 0, 0, 0. Et si je mets moins 1, moins 1, moins 1. Qu'est-ce qu'il va détecter? Il va détecter les contours, là où il y a deux zones différentes. Par exemple, supposons que j'ai ici des 0 et ici des 1, ça va me donner moins 1. Si c'est l'inverse, ça va me donner 1. Donc, mais je ne vais pas entrer dans ces... Le choix du filtre permet d'identifier l'image sur laquelle il est posé. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais mettre ici des paramètres. Et puis, il va parcourir l'image. Et je vais calculer le résultat. D'accord? Et puis, après, je détaille ça. Et après, je sors le résultat que je vais obtenir. Comme c'est dans un réseau de neurones, je fais plusieurs couches de convolution. Et je fais la rétropropagation. Qu'est-ce qui va se passer? Les paramètres ici, ils vont s'ajuster automatiquement pour identifier les contours qui correspondent à un chat. Par exemple, je vais avoir un filtre qui identifie l'œil d'un chat. Ou je vais avoir un filtre qui va identifier l'œil d'un chien. Et il va identifier la petite différence entre le chien et le chat. Les filtres vont s'adapter aux endroits sur lesquels ils vont être posés. Il faut juste voir la chose un petit peu, c'est un petit peu ça l'intelligence. Au lieu de décider du filtre qui va identifier les chats et les chiens, on va mettre les paramètres et c'est l'apprentissage qui va, lui, créer les filtres qui correspondent aux chats et aux chiens. D'accord? Et c'est la magie dont j'ai parlé au début, quand j'ai dit la magie de la rétropropagation, le feedback. D'accord? C'est comme un gamin, vous lui montrez quelque chose, il dit ça, je ne sais pas, peut-être c'est une table. Mais après, il apprend, non, ça, c'est une bouteille. Et c'est parce qu'il est comme ça, il a une tête. D'accord? Il utilise un filtre. Il regarde ici, il regarde ici, il regarde. D'accord? Même si vous lui montrez ici quelque chose de bizarre, et vous mettez comment on appelle ça, un couvert, il va dire, c'est une bouteille. D'accord? Ou l'inverse, vous mettez ici, vous enlevez ça, et vous mettez la bouteille, il va dire, ça c'est une bouteille, c'est pas seulement à cause de ça. Donc il va, à partir de certains patterns, d'accord? Mais on doit avoir les filtres pour trouver ces patterns. Et ces patterns, il faut les trouver globalement. Si je les transforme en une ligne, je perds cette information. D'accord? Donc voilà, donc c'est un peu ça les réseaux convolutifs. Mais nous avons aussi des explications mathématiques, etc., qui peuvent conduire au même résultat. Voilà, donc les réseaux convolutifs, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'image, et puis on prend un filtre, on le dépose, et je fais la somme de moins 1 fois ça, plus 0 fois ça, plus moins 1 fois ça, plus, etc. La même chose ici, d'accord? Si je le dépose ici, je trouve moins 1 fois, etc., et je fais la somme. Et le résultat de ça, donc je crée une nouvelle matrice qui va prendre les résultats de ces produits et qui va les mettre ici. Donc ça, j'ai pris cet arbre avec les chiffres. Les chiffres, ils correspondent ici à donc, ils correspondent à la couleur qui est dessus. D'accord? Là, vous allez trouver, je ne vois pas bien, vous allez trouver 200. Plus le nombre est grand, plus ça va tendre vers le blond. Et plus petit, c'est que c'est noir. 0, par exemple, c'est noir. 95, c'est un peu foncé, gris foncé. 119, c'est gris moins foncé que ça. 178, c'est gris, mais un peu clair. 221, c'est vraiment clair. 256, 55, par exemple, c'est blond. Donc, on prend Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si je prends ce filtre, et c'est le même, et je le parcours, je le dépose ici, puis je le pousse un peu, je le pousse un peu, et le résultat, je le mets ici, dans cette nouvelle matrice. Et je regarde cette nouvelle matrice. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que
J'ai ici moins 200, etc. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai 0, j'ai 0. D'accord? Et quand je normalise ces nombres, je les normalise, je les mets entre 0 et 200 pour me donner des couleurs. Ils vont me dessiner l'arbre. D'accord? Donc c'est un peu ça, ils vont, mais pas, c'est-à-dire ils vont identifier, donc on va voir ça. Voyez un peu ce qu'ils m'ont donné. Ils ont trouvé les contours de l'arbre. D'accord? Voilà. Donc, mais c'est moi qui ai choisi ces filtres. Mais en machine learning, en deep learning, on ne choisit pas les filtres. Qu'est-ce qu'on passe par l'entraînement? Pendant l'entraînement, qu'est-ce qu'on donne? On donne seulement W11, W12, W, etc. On met ici des paramètres. Et dans la phase d'entraînement, le réseau lui-même, par les feedbacks, parce que pour tous les chats, il va donc ajuster pour que la sortie corresponde à chat. Donc, il va trouver les poids d'une manière automatique. Il va apprendre à trouver les poids. Donc, on réduit, comme ça, on va réduire, on va voir ça. Au lieu de prendre beaucoup on prend juste 5 x 5, ou 4 x 4, ou 3 x 3. D'accord? Donc, on réduit le nombre de variables. Mais bien sûr, on va prendre plusieurs filtres. On va utiliser 10 filtres, par exemple. On prend une image, je ne sais combien de lignes et de colonnes, et on va prendre 10 filtres. Chaque filtre, il contient 5 x 5. Et c'est ce que l'ordinateur va apprendre, ou l'algorithme va apprendre. Voilà, donc les détails, ce que j'ai expliqué. Voilà, par exemple, les patterns, quand il va coïncider ici, il va détecter cette forme qui permet, par exemple, d'identifier un arbre. Ou au moins de dire ça, c'est un arbre, ce n'est pas une voiture. Voilà, donc, bien sûr, il y a des options après, mais ce n'est pas. Est-ce que la taille, un peu les hyperparamètres dont on a parlé avant, la taille des filtres, et puis le padding, etc., est-ce que je sors, pour tenir compte de ces valeurs, je dois un peu sortir pour qu'ils soient au milieu, etc. D'accord, il y a beaucoup de pas. Et puis, est-ce que je fais un pas, je prends ça et puis je fais juste un pas, ou bien je saute 2 fois? Il y a des astuces et des choses techniques, des choix à faire. Voilà, donc là, on prend, voilà, et puis là, bien sûr, j'ai développé ça aussi sur Excel pour voir un peu ce que ça donne, pour regarder les résultats. Donc, je prends ça et je le déplace. Ça, c'est l'arbre de départ. Vous voyez, vous avez ici 95. Mais j'ai enlevé les couleurs pour que je sois à l'aise quand je vois la matrice. Donc ça, c'est l'arbre. Si je remplace les chiffres par les couleurs, j'obtiendrai l'arbre. Mais l'ordinateur, ce qui l'intéresse, ce sont les nombres, les chiffres. Donc, et ça, c'est le filtre. Si je le multiplie, je trouve ça. D'accord? Et je peux identifier les endroits où j'ai des choses spéciales. Le nombre le plus grand, le nombre le plus petit, etc. Ça correspond toujours. Par exemple, regardez, j'ai pris aussi une voiture. Supposons ça, c'est une voiture. Et j'ai pris un filtre comme ça, qui ressemble un peu à la roue. Parce que les filtres, ils vont correspondre aux patterns, aux features qui sont dans l'image. Comme ici, je veux expliquer ce qui se passe, donc je l'ai créé moi-même. Mais normalement, il va être généré pendant la phase d'apprentissage. Donc je prends ça, s'il parcourt, c'est comme il va parcourir toute la matrice et il va identifier là où il y a les roues. Donc, pendant la phase d'apprentissage, le réseau va créer des filtres, il va les développer, et dans la phase, quand je lui donne une image qu'il n'a jamais vue, il va parcourir pour voir est-ce qu'il va retrouver ce qu'il a appris dans les autres. Par exemple, un chat, il est identifié par, il a un œil peut-être avec un ongle, etc., ou bien une oreille, etc. Donc, pendant la phase d'apprentissage, nous aurons ce pattern dans un filtre. Et dans la phase de
introduction, quand on va l'utiliser pour identifier une image, est-ce qu'il y a un chat ou il n'y a pas un chat, il va parcourir toute l'image, c'est comme moi je regarde avec mes yeux, et s'il trouve l'oreille, le même pattern, il va dire certainement il y a un chat ici, puisqu'il y a l'oreille du chat, donc le chat est dedans. Voilà, donc, et là aussi, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas que ça. Là, c'est une introduction au réseau de neurones convolutifs. C'est bon? Et voilà, l'arbre, par contre, si je parcours si j'utilise le même filtre, je peux le trouver aussi. Je peux le trouver parce que parfois, un arbre et un chat, ils peuvent avoir des choses en commun. D'accord? Mais ils auront des choses qui les discriminent, qui les séparent. Voilà, donc j'ai pris les deux voitures qui sont un peu différentes, mais qui ont, les voitures ont toujours des roues. Donc on va retrouver les roues. Ils ont des portes. D'accord, donc voilà. Donc après, d'accord, je passe tout ça. Il y a donc avec le machine. Après ce qu'on a vu ici, après la convolution, on obtient une matrice. D'accord? On obtient une matrice, celle-là. Celle-là, c'est le produit du filtre par cette matrice. Il me donne ça. D'accord? Donc, quand j'applique un filtre à une matrice, j'obtiens une matrice qui va me donner uniquement les endroits où se trouve le feature, d'accord, la caractéristique de l'image. Par exemple, ici, j'ai seulement, mais les autres, c'est un peu la même chose. Mais là, il y a des nombres un peu spécifiques qui veulent dire que là, j'ai un peu quelque chose qui me rappelle cette caractéristique. Après, qu'est-ce que je fais? Je applique relu. Relu, qu'est-ce qu'elle fait? Tout ce qui est négatif, elle le rend 0. Et elle garde seulement ce qui est positif. C'est-à-dire, quand je dis ce qui est positif, c'est ce qui est corrélé, parce qu'on a fait un produit. D'accord, on a pris un filtre et on a fait le produit, composante par composante, et on a fait la somme. Pour ceux qui le savent, c'est un produit scalaire, etc. Mais ça permet de montrer si les deux objets sont corrélés ou pas. Donc là, nous avons seulement, donc après la convolution et relu, nous avons seulement ce qui est corrélé positivement au pattern. Voilà, donc ça veut dire que ça permet c'est pour ça qu'on doit utiliser plusieurs filtres, pas un seul. Comme j'ai dit, un chat, normalement, si je veux faire la différence entre un chat et un chien, peut-être que j'aurai besoin de 5 ou 6 filtres. Ça, c'est des choses que je fixe dans l'architecture de mon algorithme. Parce que peut-être les yeux ou les oreilles ou la taille, d'accord, il y a des choses qui vont différencier le chat et le chien. Et vont être donc traduites par les valeurs dans les filtres. Et donc le système va créer deux filtres, des filtres pour identifier le chat et des filtres pour identifier le chien. Et comment il va identifier, là aussi c'est un autre, il va chercher ce qui va les différencier. Il ne va pas chercher ce qui identifie le chien, mais parce qu'on est dans une classification. C'est comme le SVM, etc. Il cherche à créer à séparer les classes. Donc voilà, après, nous avons, mais là, je vais accélérer. Le pooling, qu'est-ce qu'il fait? Quand j'ai une matrice que j'ai construite après la convolution, elle contient beaucoup de zéros, etc. Donc, beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes. Donc, il faut la compresser. Donc, le pooling, ça permet de compresser l'image et de ne garder que, je prends par exemple 9 cellules, et je prends juste le nombre, excusez-moi, le nombre le plus grand, le max pooling. Ou bien je prends la moyenne, d'accord. Il y a aussi des choix. Donc là, je prends, comme ça, tous les zéros vont disparaître. Je vais avoir une matrice beaucoup plus petite, mais qui contient l'information pratiquement que j'avais avant. Après, voilà, ici je vous montre un peu ce qui se passe avec cet exemple. J'ai appliqué le même pas le même filtre, donc des filtres différents, à la même voiture, j'ai obtenu ça.
le Pauling, ça me donne une matrice beaucoup plus petite. Déjà ici, j'ai une matrice plus petite que ici. D'accord? Ici, c'est plus petit que ici en général. Il y a une ligne de moins, je pense, et une colonne de moins. Et selon d'autres stratégies, je peux avoir ici beaucoup plus petit. Si je décide, par exemple, de sauter deux lignes à la fois, ça va deux colonnes à la fois. C'est-à-dire, je prends le filtre, je l'applique à C9, et puis je saute deux fois, deux colonnes, et je l'applique ici. Et puis je saute deux fois et je l'applique ici. Et puis je saute deux fois en bas et je l'applique ici. D'accord? Ça peut réduire la taille du résultat que je vais obtenir. Le relu, ça rend des zéros, le Pauling, ça réduit encore davantage. Voilà, donc la convolution, c'est ça. C'est ça. Donc je ne vais pas aller trop loin. Vous voyez, j'ai développé même jusqu'à avoir... donc, quand je fais la convolution et vers la fin, je fais de flatten, on dit flatten, c'est-à-dire je construis un vecteur qui va collectionner toutes les caractéristiques de l'image. D'accord? Et donc, je continue comme si j'avais un réseau de neurones standard ici. J'applique la classification ou la régression ou ce que je veux. Donc, je commence par un vecteur, je fais beaucoup de bricolage et je termine par un vecteur. Mais ce vecteur, il contient tout l'essentiel des informations que je vais retrouver lors de l'apprentissage. S'il s'agit de discriminer deux classes, chien et chat, il va trouver les caractéristiques et les différencier. S'il s'agit d'une régression ou d'autre chose, il va trouver les caractéristiques ou bien les valeurs que je traite, comment ils évoluent, la fonction. Donc voilà, donc après je peux appliquer une softmax. Donc vous voyez, donc je prends l'image, j'applique trois filtres ils sont différents, un filtre pour les roues, un filtre pour les vitres, un filtre pour la porte, pour le volant, etc. Et je continue, à la fin bien sûr, je fais l'apprentissage, je fais la dérivée, etc. Une phase, c'est l'extraction des caractéristiques, là où il y a les filtres, et une phase, c'est reconnaître est-ce que l'objet est... Ils se font pendant l'entraînement, ils ne se font pas ailleurs. D'accord? C'est pendant l'entraînement qu'il y a les filtres vont être créés. Au début, moi j'ai mis ici un filtre, 1, 0, 0, etc. Mais dans la réalité, on ne donne pas de valeur. On met W1, W2, W3, W4, etc. Et dans la phase d'apprentissage, ils vont être ajustés en fonction des caractéristiques un peu de l'objet. D'accord. Donc pendant l'entraînement, ils se créent automatiquement. Après, voilà, on fait la rétropropagation, il y a des formules, les matrices, comment ils se comportent, etc. D'accord. Donc, en gros, cette image résume un petit peu ce qui se fait dans un réseau convolutif. Nous avons, par exemple, un arbre ou un caractère. Il nous donne des matrices. Une matrice, normalement, une matrice. Mais j'utilise plusieurs filtres. Le résultat, ça va me donner plusieurs matrices. Ces matrices, elles représentent les contours, d'accord, les contours des objets qui sont dans l'image. Après, je fais du pooling, d'accord, même si ça ne correspond pas à ce qui est ici, mais j'essaie de résumer ici. Quand je fais du pooling, quand je compresse, et je fais une autre convolution, parce que je fais une convolution, pooling, une autre convolution. La deuxième convolution, comme j'ai compressé, il va prendre le contour ici et le contour l'autre, et il va former un nœud, un œil, ou bien un nez, ou bien une main. Après l'autre couche de convolution, comme elle aussi fait un relu, elle élimine, il compresse avec un pooling, il va faire tout le visage. Et puis, toute la personne, tout le chien, ou tout le chat, d'accord. Donc, au fur et à mesure que je fais de la convolution, je monte en échelle. Les contours, après, ça devient des entités, d'accord, des caractéristiques. Après, ça devient des hommes, des personnes, des animaux, des objets. Après, ça devient des collections, une famille, d'accord, etc. Donc, la machine essaie de reproduire ce qu'elle rencontre le plus souvent dans un objet. Ce qui caractérise un objet, c'est ce qui se reproduit dans cet objet.
Je prends 1000 photos de chat, je trouve toujours une oreille. Donc, l'oreille du chat caractérise le chat. Donc, c'est ça l'apprentissage. L'apprentissage, c'est à chaque fois, donc, parce qu'il y a la dérivée, etc., c'est retrouver les... Donc, voilà. Après, je résume tout ça dans un petit vecteur. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que quand on prend un chat, l'information sur le chat ne nécessite pas tous les pixels. D'ailleurs, parfois, un homme, moi, si je vois juste un petit bout du chat, je sais que c'est un chat. Donc, le système, à travers la convolution, il essaie d'enlever les informations qui ne sont pas nécessaires et de résumer ça. C'est pour ça, au début, à la fin, nous avons quelque chose de petit. Et à la fin, nous avons 1 ou 0, une probabilité. C'est qu'on va conduire, ou bien on va conduire ce processus de manière à ce que, à partir d'une image de 800 x 800 pixels, la résumer en un petit vecteur, mais qui me dit que c'est un chat. À ce petit vecteur, j'applique seulement la softmax, d'accord, quelque chose qui me donne une probabilité de chat ou une probabilité de chien. Ça veut dire que là, normalement, la softmax, ça c'est simple. Mais le plus important, c'est prendre ça et le transformer en un petit vecteur. Et là, bien sûr, des gens utilisent d'autres, aujourd'hui, ils utilisent d'autres technologies. Par exemple, ils prennent tous les vecteurs qu'on a ici et les projettent dans un espace comme la CP, et on essaie de voir quelle forme ils ont, à l'aide de la topologie algébrique, etc. Ou alors, on prend aussi les informations que nous avons ici, puisque c'est des vecteurs, donc ils contiennent de l'information, et je calcule l'entropie à chaque fois, ou bien je compare l'information ici avec l'information ici, donc la distance, une certaine distance entre des distributions, entre des variables aléatoires, et ça me permet aussi de voir comment circule l'information du début jusqu'à la fin, pour qu'à la fin, elle devienne résumée, pertinente. Donc il y a un champ de recherche vraiment très ouvert, et rien n'est fait. Chacun peut, d'accord, c'est très ouvert. Voilà, donc là, bien sûr, là, je suis allé vraiment vers les détails pour voir un peu ce qui se passe dans un réseau convolutif. Jusqu'à, bien sûr, ça c'est quelque chose d'intéressant qu'il faudrait connaître, c'est que au début, on disait, on va prendre le vecteur et puis on va mettre des liaisons entre chaque nœud ici avec chaque nœud ici. Fully connected, c'est-à-dire complètement connecté. Mais avec le réseau convolutif, on a dit on va prendre juste un filtre. C'est-à-dire qu'on va prendre 5, c'est-à-dire que nous avons moins de paramètres. D'accord? Puisqu'on va prendre le même filtre, on le parcourt sur toute l'image. Au lieu de créer un poids pour chaque neurone entre deux neurones, ce qui fait exploser la dimensionnalité. Donc les réseaux convolutifs permettent de réduire le nombre de paramètres à apprendre dans un réseau de neurones. Et c'est un peu ça Donc ils ont deux qualités, au moins deux qualités. La première, c'est qu'ils détectent les informations locales, les yeux, les oreilles, d'accord? Et puis la deuxième, c'est qu'ils réduisent la dimensionnalité du problème. Mais ils ont d'autres qualités. Par exemple, ils permettent un calcul parallèle, parce que je prends 5 filtres, donc je peux les lancer dans un GPU, d'accord, qui fait un calcul parallèle au lieu de... Mais ils ont certainement d'autres qualités. Et puis ils sont naturels. Moi, quand je regarde, oui, ils ont d'autres qualités. Je vais dire aussi d'autres. Moi, quand je regarde un objet, d'accord, avec mes yeux, c'est comme si je parcours toutes les parties. Donc vous me montrez un chat, j'identifie le chat, qu'elle soit à gauche, à droite. Donc, cette manière de faire permet aussi d'intégrer ce qu'on appelle un peu en mathématiques les groupes de symétrie, d'accord? Ce qui laisse invariant une image. Pour moi, un chat, il est là, qu'il soit debout, qu'il se déplace vers la gauche, vers la droite, qu'il tourne un peu, que je lui applique une fonction, d'accord, un difféomorphisme, ça reste toujours un chat. C'est-à-dire, si je prends le chat et j'appuie un peu sur le chat, donc je transforme le chat. D'accord, je l'écrase un petit peu, mais ça reste un chat. Donc toute fonction bijective suffisamment dérivable, etc.,
que j'applique au chat. Mais bien sûr, symétrique, d'accord, il ne faut pas que je tords le chat. Ça va rester un chat. Donc, parce que là, je parcours. Par contre, avant, quand je prends le vecteur, et je prends un autre vecteur, si les données sont déplacées, il va croire qu'il ne s'agit pas de la même image, du même chiffre. Donc, vous voyez, il y a énormément d'intérêt à utiliser le réseau convolutif. Et bien sûr, sans le réseau convolutif, on n'aurait pas réussi à avoir le développement du machine learning. Là, on montre les réseaux convolutifs pour les... Voilà, donc je passe tout ça, je vous le montre, mais on va le passer. Les dérivés, comment on peut dériver, etc. Ce qui se passe pendant la... D'accord, mais ce n'est pas nécessaire. L'essentiel, c'est l'idée générale. D'accord, qu'on a... Voilà, donc c'est ça un peu le réseau convolutif. Donc si vous avez des questions...